Salut tout le monde! En introduction de la Coupe du monde 2026 qui démarre d'ici peu, je suis parti à la rencontre des fans des différentes équipes participantes. Ensemble, on revient sur l'histoire de leur équipe, de leur effectif et de leurs attentes. Vivant au Qatar, ça a mis un œil avisé sur les doubles champions d'Asie en titre. Après avoir accueilli la dernière Coupe du monde, ils se sont, cette fois-ci, qualifiés sur le terrain, à la suite d'un parcours du combattant. Bonne écoute à vous. Déjà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, présenter ton contenu, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, etc. Ok, alors moi je suis Samy, j'ai 25 ans cette année, 26, 25, 26. J'ai ouvert un compte Twitter qui relaye un petit peu les infos du foot qatari depuis 2018 à peu près. J'ai écrit pas mal d'articles, j'ai fait partie d'un collectif de journalistes pendant allez, 2 ans à peu près, qui s'appelait Dernier Défenseur. On a arrêté entre-temps, mais manque de temps, mais voilà, on a écrit pas mal d'articles sur plein de sujets. Le but c'était de faire des articles et de relayer un peu les infos de tout ce qui est football hors top 5, ça peut être Afrique, Asie, etc. Et ben moi, j'étais spécialisé, vraiment spécialisé sur le Qatar, puisque j'y vis depuis quelques années et j'ai de la famille qui vit là depuis 2006. Donc, je commence à bien connaître le pays. Ok, ok. Voilà, voilà. D'où le fait que soit venu, entre guillemets, cette passion pour le Qatar et le football qatari, c'est le fait que tu vis sur place, c'est que tu as des membres de ton entourage qui y vivent. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Ok, ok. Donc là, j'ai envie de commencer avec un petit point historique qui sera entre guillemets en bref sur le Qatar à la Coupe du Monde, parce que bah, la première Coupe du Monde c'est celle qu'ils ont accueillie en 2022. Et j'ai l'impression que les années d'avant, presque, le Qatar faisait partie un peu du second chapeau des équipes asiatiques. Et par le fait qu'il n'y ait que 4-5 qualifiés asiatiques, bah, ils sont toujours, c'est-à-dire que le Qatar était peut-être dans le top 10, mais plus dans la seconde moitié. Et que le fait qu'il y avait que 4 places en zone Asie, ça revenait toujours un peu au même. Corée du Sud, Iran, Japon, Arabie Saoudite, l'Australie, puis qu'ils ont intégré l'AFC. Est-ce que c'est un peu ça? C'est exactement ça. Donc sur les dernières années, 2010, 2014, enfin surtout 2014-2018, c'était exactement ce que tu dis, plutôt top 6-7 à peu près. Donc on était vraiment à chaque fois juste derrière, ça a échoué au quatrième tour, troisième place, ce genre de choses, à 2-3 points du deuxième. Il manquait à chaque fois pas grand-chose, et les places étaient réservées à tout ce qui était Iran, comme tu dis, Iran, Japon, Arabie Saoudite de temps en temps. Des fois, ça alternait un petit peu avec d'autres, mais c'était quand même souvent Arabie Saoudite. Et puis, voilà, plus ou moins. Le Qatar a toujours eu une place. En fait, ils ont eu deux stratégies de sélection. Ils ont d'abord beaucoup recouru, comme les autres, comme leurs pays voisins, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc. Et comme ce qu'ils ont fait au handball, qui avait été d'ailleurs bien décrié à l'époque lors de la Coupe du Monde de handball de 2015, ils ont beaucoup fait appel aux joueurs naturalisés. Donc, je pense notamment au joueur si ce n'est en fait, je crois que c'est le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection qatari, est un Uruguayen, né en Uruguay, mais ça fait 20 ans qu'il joue ici au Qatar, et ça fait 15, ouais, à peu près 15 ans qu'il joue en sélection nationale. Il s'appelle Sébastien Soria. Il joue encore, il a 43 ans, je crois, 42 ans. C'est une histoire très particulière, mais c'est ce genre de joueur qui était le cœur de la sélection. Et ça a changé à partir de 2017-2018, où on a vu une nouvelle génération arriver. Et là, le Qatar a passé un nouvel échelon, a réussi à gagner la Coupe d'Asie par 2 fois, et où là, on s'est dit que c'était déjà plus sérieux pour les éliminatoires de Coupe du Monde. Si, honnêtement, mon point de vue, s'ils ne l'avaient pas organisé en 2022, ils se seraient quand même qualifiés à la régulière, je pense, puisqu'ils faisaient partie largement du top 4 des nations asiatiques, sans doute, sans aucun doute. Oui, oui. Tu parlais de la Et Coupe ça, du Monde voilà. des. En fait, j'avais l'impression que pour la Coupe du Monde 2022, vu que la transition est toute trouvée pour faire un bilan de ce qui s'est passé sur ces 4 dernières années, le Qatar était hôte de la Coupe du Monde. On pouvait se dire, chapeau 1, donc on évite les grosses têtes, accessoirement champion d'Asie en titre. Il y avait peut-être qualification pour les huitièmes, ça semblait peut-être un poil ambitieux, mais faire une meilleure figuration qu'ils ne l'ont fait en finale en perdant 3 fois, dont un 6-0, un 6-1 contre les Pays-Bas, qui a été Mhm. un peu. Tout à fait. C'était très très décevant. Tout le monde, tous les locaux étaient très déçus. D'ailleurs, ça s'est vu à partir ou au troisième match. En fait, là, les matchs du Qatar étaient les premiers à avoir affiché guichet fermé, à être guichet fermé. Mais le troisième match du Qatar, qui était face à, alors l'Équateur, c'était le premier. Attends,
J'ai oublié maintenant. Tu sais me rappeler, c'était quel match? Le troisième Je crois que c'est Sénégal, les peut-être? Pays-Bas, mais j'ai pas envie de dire une bêtise. Moi, il me semble que justement les Pays-Bas c'est le deuxième et je crois que Sénégal c'est le dernier. Il me semble parce que c'est le seul, je sais plus. Bref, c'est peu importe. Mais en tout cas le troisième match où ils étaient éliminés d'office, je... il y avait énormément de reventes sur des sites alternatifs, etc. De places qui avaient déjà été achetées. Les fans étaient dégoûtés complètement de l'attitude des joueurs qui semblaient prostrés en fait, ou perdre leurs moyens. C'est vraiment le mot qui, qu'en tout cas les suiveurs du football qatari et de la sélection ont ressenti. Face à la prestation qu'ils ont donnée, ça ressemblait pas du tout au Qatar qu'on avait l'habitude de voir. C'est bien dommage. On va espérer que ce soit un visage différent, mais à la maison, pour la première participation, c'était un peu dommage. Très Mm. décevant. Très décevant. Huitième, c'était un Ap- peu ambitieux quand même. Le groupe mm. était dur, hein, mais bon. Après, il y a eu du chemin, donc depuis ces 4 dernières années, dont une nouvelle Coupe d'Asie remportée qui, pour le coup, était à domicile, Mhm. parce qu'à la base, devait se jouer en Chine, mais avec les restrictions Covid, finalement, ça s'est joué au Qatar. Donc là, est-ce que vous vous êtes dit, c'est un nouveau, ça confirme presque le Qatar, la force du Qatar en Asie, quand on est double champion continental en titre, ça donne une certaine légitimité. Alors oui, d'un point de vue extérieur, oui, mais en suivant les résultats régulièrement, en fait, il y a eu un avant et après Coupe du Monde. Donc on va prendre l'échelon, on va prendre bref, la frise chronologique. Voilà, on va la commencer de 2018-2019 à peu près jusqu'à maintenant. De 2018 à 2021, fin 2021, début 2022, on est sur une montée en puissance de cette nouvelle génération. 2022, l'échec complet avec la Coupe du Monde qu'on connaît. Et après, on est sur un déclin jusqu'à la Coupe d'Asie qui fait office de renouveau, alors qu'il y a très peu de nouveaux joueurs en réalité. Il y a eu deux changements de coach entre-temps. Donc, il y a Félix Sanchez qui a fait la Coupe Monde et du qui était Monde, champion Asie 2019. tout à fait, remplacé par Carlos Queiroz, qui n'était pas du tout une réussite, et ensuite remplacé par Tintin Marquez, qui devait être à la base un intérimaire, juste pour la Coupe d'Asie. Puis au final, bah, ils l'ont remporté. Donc c'était plus. Il y a ce côté confirmation où sur le papier, en effet, il y a deux fois champion continental de suite. Mais dans les faits, c'était plus une surprise qu'autre chose, cette performance. Et, et pour l'instant, ça s'ensuit moyennement des faits. Les performances sont sont plutôt en dents de scie. Les éliminatoires ça s'est joué à vraiment très peu de Ouais, choses. on y reviendra. Hein, on y reviendra, mais c'est encore un petit peu titubant, on va dire, pour Oui, l'instant. parce que le Qatar a fait donc la transition est toute trouvée, merci. C'est que la première phase de poule avec le Koweït, l'Inde et l'Afghanistan, c'était une formalité pour le Qatar. Tout à fait. Pour toutes les grosses nations, ce premier tour a été une formalité. Le Qatar finit invaincu. Il y a peut-être un nul contre l'Inde ou l'Afghanistan à la fin, mais Afghanistan, je qui crois. est vraiment anecdotique pour le coup. Ouais, ouais, Et la totalement. deuxième phase de qualification, je résume pour ceux qui connaissent pas, il y avait trois poules de 6, les deux premiers de chaque poule allaient à la Coupe du Monde, les troisième et quatrième de jouer un tour supplémentaire et les 5 et sixième étaient éliminés. Et en fait, dans un groupe avec l'Iran qui était figure de favori, le Qatar a été presque vu comme un concurrent à la deuxième place avec les Émirats et l'Ouzbékistan. Et avec Kyrgyzstan et Corée Mais du Nord. clairement, mais Kyrgyzstan et plus Corée que du ça, Nord c'est-à-dire étaient que en dessous. excuse-moi de te couper, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est au sortir de cette époque, la Coupe d'Asie et les différentes coupes après qu'il y a eu un peu sur le continent asiatique, Arab Cup, Coupe du Middle East, etc. C'était Qatar était favori, limite challenger l'Iran, puisque c'est des nations, toutes les nations que tu as citées, c'est des nations qui ont déjà été battues en amical et en match officiel à plusieurs reprises ces dernières années. L'Iran avait été battu plusieurs fois en match officiel. UAE, on peut rappeler 2019 et la rouste à domicile dans un contexte géopolitique très particulier. Euh, donc à la base, le Qatar part favori avec l'Iran, avec légèrement derrière, mais part favori avec l'Iran. Et au final, c'est une grosse déception. Les résultats sont pas à la hauteur et ils se sont fait corriger par les Émirats Arabes Unis, ce qui les a vraiment mis en danger en fait, Oui, où il y oui. avait vraiment une vraie chance qu'ils terminent quatrième, voire pire. Oui, parce qu'il y a des résultats. Si je dis pas de bêtises, il y a une défaite contre le Kyrgyzstan, il y a un nul contre la Corée du Nord. En fait, là, c'était dans une période où tu te disais, heureusement que Kyrgyzstan et Corée du Nord, c'est un ton en dessous, parce que sinon, c'était même presque pas les barrages. C'est cette impression que t'as.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai les résultats devant. Kyrgyzstan, tu perds 3-1. UAE, tu perds 5-0 et 3-1. C'est ce qui est quand même ce qui fait tâche. Tu perds l'Ouzbékistan 3-0. Bon, l'Iran, ok, vas-y, ok, pas de problème. Mais je veux dire, et le nul face à la Corée du Nord que tu as mentionné, qui est une surprise énorme. Donc, ouais, très, très, très compliqué. Ce troisième tour, très, très compliqué. Oui, oui. Mais donc, qui dit quatrième place dit repêchage au quatrième tour. Et vous affrontez à nouveau les Émirats Arabes Unis et l'Oman. Je te laisse en parler, vu qu'il y a Et, une fin un peu plus heureuse qui était sur 2 matchs secs, entre guillemets sur tout à terrain fait. neutre, mais qui s'est retrouvée au Qatar. Oui, oui, bah ça, voilà. Ça c'est quand même l'AFC et les pays d'organisation et on va dire les choix de pays organisateurs, c'est toujours très, très, très controversé. On peut pas, on va pas débattre de ça tout de suite parce que sinon on en a pour une heure. Mais ouais, le quatrième tour, donc comme tu dis, basé au Qatar, Oman et UAE. euh, Premier match contre Oman, match nul, horrible, horrible. Euh, Vraiment catastrophe, prestation catastrophique. Il y a une semaine de délai entre le premier match et le deuxième match pour le Qatar. Les UAE jouent Oman, s'imposent. Donc, au sortir du premier match, on a les UAE leaders, Qatar deuxième, qui ben, potentiellement ne passe pas, du coup. Et Oman, pour l'instant, à égalité avec le Qatar. Match, comment dire, match très surprenant contre les UAE, match assez serré, gagné 2-1. Ça a stressé un peu sur la fin avec les UAE qui reviennent à la 98e minute. Le Qatar se qualifie, chanceux honnêtement, mais là, parce qu'après le tour d'après, si je ne me trompe pas, il y a un cinquième tour en Ah, Asie, et après le cinquième tour par contre là, c'est c'est le pour passer, cinquième tour, puis c'est et le vainqueur allait en barrage catastrophe. intercontinental. Ça a évité un C'est parcours ça, du combattant bien tout à fait. plus. Tout à fait. J'aimerais Non faire mais là quand tu regardes, pardon, ouais, vas-y. j'ai fait la transition pour partir un petit peu sur l'effectif, on dit souvent que le Qatar, tu prenais l'exemple du hand avec ses nombreux naturalisés. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'une génération Aspire parce que quasiment tous les joueurs viennent d'Aspire? Exactement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Beaucoup de joueurs viennent d'Aspire et c'est comme on expliquait le contraste entre cette génération pré-2018, post-2018, où ces joueurs-là ont commencé à sortir, où vraiment maintenant les stars de l'effectif sont vraiment formés ici au Qatar, dans l'Académie Aspire, évoluent tous dans le championnat national et ont des très bons résultats. Ça peut faire partie des petits regrets pour certains joueurs, mais on peut en parler après. Mais oui, comme tu dis, Génération Aspire, bien plus talentueuse que les précédentes, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Même s'il y a encore quelques joueurs qui étaient présents de la Coupe du Monde 2022, il y a quand même une ossature qui est toujours là. Je pense à un peu les deux joueurs, entre guillemets, stars du Qatar, qui sont Almo Ezali et Akram Afif. Ce sont les Tout deux à joueurs fait. les plus connus de cette sélection qui étaient déjà là en 2022. Il reste quand même un petit mélange d'expérience. Est-ce que, comme tu dis, il y a peut-être aussi une nouvelle génération qui arrive de joueurs? Il y a quelques nouveaux joueurs qui ont commencé à arriver depuis 2022, mais honnêtement, ça a assez peu bougé. On a gardé la même ossature. Les vrais cadres du vestiaire pas vraiment bougé en fait. C'est-à-dire que l'effectif à l'époque en 2022, tu pouvais le séparer en deux parties. Tu avais les jeunes loups, comme tu as cité, Akram Rafif, Almoaz Ali et d'autres et consorts qui étaient plus jeunes, autour de 23-24 ans à peu près, et une génération plus expérimentée, autour de la trentaine à peu près, où c'était des fois des Qataris pure souche ou quelques naturalisés. Le latéral droit, Pedro Miguel, originaire du Cap-Vert, par exemple, c'est un exemple où Hassan Al-Haïdous, le capitaine emblématique du Qatar, qui a plus de 150 et quelques sélections maintenant avec le Qatar, qui sont toujours là. Donc, il y a vraiment assez peu de changements. Il y a quelques changements sur deux, trois postes, quelques nouvelles têtes, mais dans l'ensemble, ça reste le même effectif à peu de choses près, avec voilà, 4 ans d'expérience en plus. Et pour les cadres, les jeunes loups qui étaient déjà des bons leaders, Almoaz Ali, Akram Afif, entre autres, maintenant ils sont encore meilleurs et ils ont, surtout Akram Afif, un statut assumé d'un allez, top 3 meilleurs joueurs d'Asie depuis 4 ans, 5 ans, sans aucun doute. Sans aucun Ok. doute.
Tu parlais de naturaliser, qui est un truc qui revient assez souvent avec le Qatar, pas forcément dans le foot comme aussi. Il y a quand même quelques naturalisés et même il y a un Edmilson Junior, si j'ai pas de bêtises, qui était belge, belgo-brésilien Ouais, de base. ouais, c'est ça, Et c'est il ça. y a un visage connu pour les vrais connaisseurs de la Ligue 1, Lucas Mendes, ancien défenseur de l'OM. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qui a commencé en fait à la Coupe d'Asie 2020, enfin, la dernière Coupe d'Asie 2024, je ne me trompe pas. Début 2024, ouais. Euh, c'est ça, ouais. Qui a été lancé, ça fait étonnamment assez longtemps qu'il a la nationalité qatari. Je crois que ça fait 5-6 ans, au moins. Mais il n'avait jamais été lancé par les coachs précédents. Et là, voilà, il a été lancé. Il a fait une plutôt bonne compétition. Pour l'instant, il est un peu dans les groupes, un peu hors des groupes. Ça alterne et c'est pas très stable. Ça dépend des moments, mais je pense qu'il fera partie du groupe à la Coupe du Monde, je pense, hein. Et qu'il fera sa charnière centrale avec Rouhi, qui est aussi très très expérimenté. Je pense que tu auras une défense très expérimentée pour le Qatar, où la ligne de 4 à l'arrière risque d'être moyenne d'âge 34 et quelques années, quoi, au moins. Ah oui, on est vraiment sur un effectif très expérimenté, pour pas dire âgé. Ouais, tu peux dire âgé, parce que le problème, c'est que la jeune garde derrière, c'est vraiment pas du même niveau du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se sont pas trop imposés. Il y a un latéral gauche qui avait déjà joué, bah, euh, qui avait joué juste après, qui avait pris la place du latéral gauche actuel. On va en parler. Qui avait pris la place du latéral gauche actuel. Il s'appelle Hammam Ahmed. C'est un des seuls du groupe qui joue en Europe. Il joue au Cultural Leonesa, qui est en deuxième division espagnole. C'est un club détenu par Aspire et par le fonds d'investissement du Qatar, ce qui explique pourquoi il joue en Europe. Mais c'est un des seuls qui joue en Europe donc pour les joueurs qataris. Et donc lui, il a 24 ans, je crois maintenant, 24 ou 25. Et lui, voilà, il a fait quand même pas mal d'apparitions. Il a montré un bon visage. Il est pas mal en piston gauche. Vraiment, il joue assez haut sur le terrain. Offensivement, ça va. Défensivement, un peu plus compliqué. Mais voilà, mais je pense, mais maintenant, en gros, il avait gagné sa place grâce à un petit imbroglio avec le latéral gauche historique depuis plus de 10 ans, Abdelkarim Hassan, qui a été élu joueur de l'année en 2018, joueur de l'année UFC, AFC, pardon, UFC. Joueur de l'année AFC en 2018. Il a tout, pardon, voilà, ça fait vraiment très longtemps qu'il joue avec l'équipe du Qatar, mais il y a eu un petit scandale avec lui en 2022 où il s'était un peu mal exprimé, on va dire, avec des fans qataris après les lourdes défaites que tu as mentionnées. Et il a été suspendu et même résilié de son club, en contrat résilié, au sortir de la Coupe du Monde. Il a été exilé, entre guillemets, pendant 3 ans. Il a signé au Koweït, puis après il a été en Iran, puis là il est revenu un petit peu par la petite porte en championnat qatari il y a 1 an et quelques. Et il a repris sa place récemment dans le groupe des sélectionnés, alors qu'il était suspendu indéfiniment. C'est Oui. communiqué au sortir de la Coupe du Monde, au sortir du troisième match, pour comportement inacceptable, ce genre de choses. Mhm. Voilà. Je vois, je Donc, vois. Et- on verra. oui, oui. Et donc il y a un effectif donc, qui est assez expérimenté et avec de nombreuses têtes déjà présentes en 2022. Est-ce que, ben, Mhm. on avait oublié de le mentionner précédemment, mais c'est Lopetegui qui a repris, Tout à Lopetegui qui fait. a repris le coaching, lui qui a été feu coach de West Ham et même brièvement de la sélection espagnole. Tout à fait. Est-ce qu'il a pris un schéma un peu dans la continuité, parce que tu disais de Queiroz et de Sanchez, où il a vraiment renouvelé avec un schéma qui lui est propre, ou avec des arrivées qui sentent vraiment l'arrivée de Lopetegui. Je pense à Soria qui a peut-être été rappelé genre 8 ans plus tard. Avec, C'est c'est un peu ça. Honnêtement, sur l'identité des joueurs sélectionnés, un petit peu, oui. Comme tu as mentionné, voilà, quelques joueurs qui sont revenus, notamment le retour d'Abdelkarim Hassan, c'est sous son mandat en tant que sélectionneur. Euh, mais en termes de style de jeu, ça reste similaire puisque c'est quand même des joueurs qui se connaissent très 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 bien. Ce groupe se joue ensemble depuis des années, à la fois en sélection mais aussi en club. Parce hmm. que si on regarde, si tu t'amuses à regarder la liste, je crois que il Il y va a y peut-être avoir plus de il y a peut-être 3-4 60%. clubs, quoi. Si je prends le championnat C'est qatari, ça. il y a peut-être 3-4 clubs. C'est ça, il y a au moins 60% des joueurs qui jouent dans les deux plus gros clubs du pays, qui sont Al Sadd et Al Duhail.
Et vraiment, ces joueurs jouent ensemble depuis des années, et des années, et des années, et donc se connaissent par cœur. Euh, Donc en fait, ils ont l'habitude de jouer d'une certaine manière, et pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de coach qui ont réussi à changer ça, à part Kéros, qui du coup, lui, au lieu d'avoir une vision plutôt offensive, avait sa vision défensive, pour ce pourquoi on le connaît, et ça n'a pas cliqué du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Ouais, ça a été plus compliqué. En fait, c'est un schéma entre guillemets très à l'espagnol, ce qui a été une volonté aussi bien avec Aspire qu'avec les coachs pris depuis une dizaine d'années déjà. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Et de toute manière, comme tu parles d'Aspire, Félix Sanchez, il était coach, enfin, il a fait partie de la formation et de la pré-formation de ces joueurs qui sont maintenant en équipe nationale depuis 2014. Il a suivi des joueurs comme Akram Afif depuis les U14, U15, et il les a fait monter, il a monté avec eux en fait. Donc ce que tu dis, c'est clairement ça, c'est la vision espagnole. Il y a beaucoup de cadres d'Aspire et du programme qui sont issus de l'Espagne, un petit peu certains de la Masia ou d'autres anciennement. Donc oui, il y a clairement ces principes-là qui reviennent. Ok. Parmi tout cet effectif-là, est-ce que tu aurais un petit peu un joueur à suivre, quelqu'un qui est, j'allais dire, pas connu du grand public, mais très peu de joueurs qataris sont connus du grand public. Ça peut être une petite pépite, quelqu'un sur qui tu aimerais attirer l'attention. Honnêtement, c'est compliqué parce que moi, j'ai toujours eu mon affection particulière pour Akram Afif, qui commence maintenant à avoir un petit peu de reconnaissance internationale, mais très peu. En tout cas, le peu de joueurs le peu de gens qui le mentionnent ou de journalistes qui le mentionnent sont des gens qui aiment suivre les championnats un peu exotiques. Euh, Moi, j'aime toujours mettre la lumière sur lui, puisqu'en général, il va en mettre plein la vue à tous les gens qui ne le connaissent pas. Le problème, c'est que ça respecte pas vraiment ce que tu m'as demandé, puisque Oh, il mais a quand c'est même, carte blanche, hein, t'inquiète pas. C'est carte, t'inquiète, tu as carte blanche. il a quand même eu des accomplissements et des récompenses personnelles, 2 fois joueur de l'année en AFC, à chaque fois joueur du tournoi dans les 2 Coupes d'Asie qu'il remporte. Mais c'est vraiment le facteur X de cette équipe, et il est capable de marquer comme de créer, et de combiner avec ses coéquipiers, etc. C'est vraiment l'âme créatrice de cette équipe. Et malheureusement, je pense que ça ne se fera jamais, puisque maintenant il a 28 ans, il a signé un contrat à durée indéterminée avec son club formateur d'Al Sadd. Moi, j'aurais bien voulu quand même le voir sur des terrains européens. Je pense que dans des équipes milieu de tableau qui vont jouer à l'Europa Conference League ou ce genre de choses, il aurait pu faire beaucoup, beaucoup de belles choses, mais Ou un des peu à bons. l'image d'un Saoud Abdelhamid, en fait, Ok. Ah, qui ok. est époustouflant à Lens cette année, qui vraiment s'est révélé aux yeux du public européen cette année. Il avait joué que dans le championnat saoudien, et là, vraiment, on voit quel est son talent. Cette fois, on voit le travail qu'il fait à Lens, c'est exceptionnel. Moi, je le vois à peu près, j'aurais vu Akram Afif de cet acabit-là dans une équipe, voilà, milieu, voire haut de tableau d'un top 5 européen, allez, genre France ou quoi, Ouais. et jouer, Et aller la et un Conference bon League. club de championnat de deuxième zone, qui peut peut-être championnat suisse ou truc comme ça, quoi. Clairement, ouais, ouais, clairement. Mais clairement. Mais même pour moi, Suisse, c'est même pas encore assez. Tu vois, Suisse ou Pays-Bas, c'est même pas encore assez ambitieux pour un joueur de ce calibre, honnêtement. C'est pas du tout chauvin de dire ça, mais il est très, très, très fort, je trouve. Mais bon, des fois, l'argent et voilà, beaucoup de choses rentrent en jeu dans le cas d'un joueur, donc ça, c'est pas fait. Quel serait, on a vu le groupe du Qatar pour cette Coupe du Monde, donc ce sera le Canada, ce sera la Suisse et ce sera la Bosnie qui s'est qualifiée via les barrages. Quel serait ton prono pour le Qatar lors de cette phase de poule, ou si tu les vois aller plus loin? C'est compliqué. Parce que, comme on disait, le Qatar a du mal à trouver de la continuité ces dernières années. Sur les 4 dernières années, il n'y a pas de. C'est très très compliqué Alors que de l'effectif, quant trouver. à lui, peut bouger. Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il y a eu pas mal de coachs. Là, avec Lopetegui, ça va, mais encore une fois, c'est loin d'être brillant. Et je trouve toujours que l'équipe de 2019 jouait mieux que maintenant, honnêtement. Donc moi, je vois pas le Qatar sortir des phases de poule, malheureusement, même si je l'espère, mais je pense pas. Je pense qu'ils vont faire une belle troisième place. Tu peux me rappeler, le groupe, c'est Suisse, Canada et Bosnie. Bosnie. Ouais, même troisième place, c'est difficile parce que c'est des Bosnie, si je ne me trompe pas, Bosnie et Suisse.
ça les a joués il n'y a pas longtemps. Il y a que là, dans les 2-3 dernières années, en amical ou dans une sorte de. À un moment donné, le Qatar avait participé en format amical Oui, oui. aux qualifiers de l'Europe pour le 2022, justement. Et c'était de mémoire, il y avait Luxembourg, Portugal, Serbie, Luxembourg, l'Irlande, je crois. l'Irlande, qui, bon, sans faire offense à Bosnie et Suisse, mais bon, ouais, Serbie, c'est plus ou moins du. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est plus ou moins du même niveau. Et on s'était fait fracasser, mais fracasser comme pas possible par la Serbie, mais vraiment fracasser. Je vois pas comment. Ah, c'est un Canada, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile du tout. Euh, les gens qui suivent le savent, c'est pas facile. Suisse, loin de là, et Bosnie non plus. Donc, en fait, c'est un groupe de 4 équipes qui ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Et j'ai du mal à voir le Qatar sortir de ce groupe, malheureusement. Hmm. Est-ce que tu les verrais Est-ce prendre au moins un point ou peut-être arracher une victoire? Ouais, ça c'est possible. Ça c'est possible. Selon encore une fois les circonstances et comment ils se sentiront sur le tournoi. Et s'ils arrivent à s'enlever cette peur de la première participation, parce que du coup ils l'auront pu cette fois. Ce sera leur deuxième participation. Peut-être ouais, un nul ou peut-être une victoire contre une sélection qui serait un peu fatiguée ou sur le troisième match ou un truc comme ça. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler cette année comment ça fonctionne? C'est meilleur troisième aussi comme. C'est ça. Il y a 12 poules de 4 et les 8 meilleurs Mhm. troisièmes sont qualifiés. Peut-être que sur un malentendu, tu arrives à la sortir, ta victoire. Sur un malentendu, tu peux finir dans les meilleurs troisièmes. Mais je pense pas que tu fais plus que ça, honnêtement. Et puis après, Mhm. tu sors en 16e, du coup. Puis, Pour toi, l'objectif serait plus potentiellement prendre un point et peut-être pas trop être entre guillemets ridicule sans manquer de respect. bah, faire mieux que 2022, c'est-à-dire, ouais, comme tu dis, prendre un point et pas être ridicule. 2022, malheureusement, ils s'étaient ridiculisés. Donc, on va espérer que ça rende une meilleure copie. Le groupe est un poil plus abordé. Il est similaire en fait au groupe de 2022 quand tu regardes. Même si allez, les Pays-Bas, Pays-Bas, Sénégal, c'était plus fort que ce qu'il y a maintenant. Mais c'est un groupe qui est assez équilibré, je trouve, et où sur un malentendu, sur un match raté, tout le monde peut tirer son épingle du jeu en fait. Donc c'est sur ça que j'attends le Qatar, c'est faire mieux et montrer un meilleur visage qu'en 2022. Pas craquer. 2022, c'était des buts, c'était première minute, 46e minute, 44e minute, c'était des buts, mais tu t'arraches les cheveux. T'as l'impression qu'ils sont pas concentrés. Quoi. Donc, on va attendre un peu mieux que ça. Je te remercie pour cette interview, Samy. Je te laisse le mot de la fin. Tu peux faire la promotion de ton compte, tu peux dire ce que tu veux, dans la limite des statut. Euh, Écoute, regardons le Qatar ensemble. Regardons le Qatar ensemble à la Coupe du Monde. Puis voilà, admirons le talent d'Akram Afif en espérant qu'il ait de quoi nous montrer. Je vais pas nécessairement promouvoir le compte Twitter qui existe, mais qui pour l'instant malheureusement par un peu manque de temps est un peu inactif, même si je compte y revenir dans pas trop longtemps, mais on verra bien. On Notamment pour verra la bien. Coupe du Monde, histoire que On compte. tu puisses éclairer certaines lanternes, peut-être pour nos amis suisses. Par exemple, ouais, par Tu exemple. pourras avoir quelques questions sur le Qatar, les jours précédents le match. Tout à fait, ouais. Comme c'est en effet souvent la période Coupe du Monde, il y a beaucoup de questions. Ah, mais alors le Qatar, je connais pas beaucoup de gens qui connaissent le Qatar. Tiens, dis donc, c'est surprenant. Comment ça se passe. C'est vrai que c'est assez rare, je vous l'accorde, mais Oh, bah, tu y vis, donc tu t'es pris de la culture locale, c'est parfaitement normal. c'est ça. Je te remercie, Samy, pour cette interview. Chez nous, il fait beau en plein après-midi. Je te souhaite une agréable fin de journée. Pareil, merci, profite bien. Ambition modeste donc pour le Qatar pour cette Coupe du Monde 2026. Les coéquipiers de Akram Afif voudront cependant laisser une meilleure impression qu'en 2022 où ils n'avaient pas marqué un point. Ciao!